Alors, écoute ça. Au cours des 20 dernières années, aucun soi-disant miracle du football n'a été même proche de ce qui s'est passé avec Leicester en 2016. Cependant, quand on y regarde de plus près, cela commence à avoir plus de sens. Kanté leur a coûté 8 millions d'euros, il était tout près de devenir leur transfert le plus cher de tous les temps et était déjà considéré comme l'un des plus grands talents émergents des 5 meilleures ligues, recevant des offres de clubs comme Marseille, Lyon et West Ham avant que Leicester ne s'intéresse à lui. Même Jamie Vardy leur a coûté 1 million de livres. Il y avait une raison pour laquelle il était le joueur le plus cher de l'histoire en dehors des ligues professionnelles. Mais d'un autre côté, Riyad Mahrez a été acheté par Leicester pour un montant inférieur au salaire annuel qu'il versait à Vardy à l'époque. En fait, des joueurs comme Wayne Rooney étaient payés ce même montant chaque semaine. Il était un nom tellement connu que lorsque le sélectionneur Vahid Halilhadžić l'a appelé en équipe nationale, les supporters algériens se sont révoltés contre lui. Même les journaux affirmaient que quelqu'un avait soudoyé leur entraîneur pour l'appeler. Ni même les gens de son propre pays ne savaient qui était ce gars, ils voyaient juste un jeune de 24 ans qui n'avait même jamais mis les pieds dans un club de première division. Un gars qui, selon sa propre fiche technique, ne pesait même pas 60 kilos et ils ont immédiatement supposé qu'il n'y avait aucune chance que ce gars puisse être un vrai footballeur. Mais moins de 2 ans plus tard, il était 7e au Ballon d'Or, joueur de l'année de la Premier League. Et rien de tout cela n'aurait été possible sans l'arme secrète de Leicester, Steve Walsh. Écoute, ce gars est un génie du football. Je pense sincèrement qu'on pourrait dire qu'il est le meilleur scout du monde. À Chelsea, c'est lui qui leur a dit de signer Gianfranco Zola. Drogba et Messi à Everton. Il leur a donné la chance de signer un gamin norvégien pour 5 millions. Son nom était Erling Haaland. Et à Leicester, eh bien, Ivan Vardy, Ivan Kanté. Mais si vous ne me croyez pas, croyez-le. Mahrez était le véritable coup de poker de Leicester. Le jour où Walsh l'a repéré pour la première fois, Mahrez n'avait joué qu'un seul match officiel complet dans toute sa carrière, même s'il avait déjà 22 ans. Walsh n'était même pas là pour le regarder. Il n'avait aucune idée de qui il était. Il était là pour Ryan Mendes. Mais à la fin de ce match, il l'avait à peine remarqué. Ses yeux étaient fixés sur un enfant qui pouvait tuer le ballon et dépasser tout le monde. Et même si sa prise de décision n'était pas la meilleure, si défensivement il n'était pas le meilleur, quand Walsh reviendrait en Angleterre, il ne reculerait pas. Il n'arrêtait pas de dire au personnel qu'il devait le signer. Il les forçait à regarder toutes les images qu'il avait collectées. Mais ils insistaient sur le fait qu'ils ne voyaient rien d'autre qu'un ailier maigre, avec une frange blonde teintée qui ne pouvait rien créer à part un pas ici et là. Nulle part près de la Premier League, tout ce qu'ils voyaient, c'était un footballeur de rue, tout comme tous ceux avant Walsh. Écoute, Mahrez n'a jamais vraiment pris le football au sérieux. Il a grandi en jouant dans des matchs improvisés partout dans le monde. À Paris, il n'a rejoint sa première équipe qu'à 12 ans. Et c'était un club amateur de 7e division nommé Sarcelles. Il était juste là pour s'amuser avec ses amis. La seule personne dans sa vie qui l'a poussé à donner une vraie chance au football était son père. Un ancien footballeur amateur lui-même, qui regrettera toujours le fait de ne jamais avoir réussi à aller plus loin que ça. Mais honnêtement, pendant longtemps, Mahrez n'a pas vraiment prêté attention à ses conseils, du moins pas avant d'avoir 16 ans. Et son père est soudainement décédé d'une crise cardiaque. Alors, comme Mahrez l'a dit, je devais le faire. Pour lui, 1 an plus tard, il jouait déjà pour l'équipe senior SSL. Et dans un retournement de situation absurde, il a été repéré par un agent de musique qui faisait un peu de travail dans le football en parallèle. Quand il l'a vu, il a noté dans son carnet « Intelligent, technique et spécialiste du ballon de papa. Mais il doit manger plus de porridge ». Quoi qu'il en soit, peu de temps après, il avait déjà acheté à Mahrez un billet d'avion pour l'Écosse. En un clin d'œil, il était jugé à Saint-Mirren, ridiculisant les autres garçons lors de matchs de 5 contre 5, mais se faisant bousculer parce que les footballeurs n'apprécient pas vraiment que des ados français les fassent tourner en bourrique. Tout cela a été un véritable succès. Le gamin a marqué 7 buts lors des 4 matchs qu'il a joués avec les moins de 18 ans. Les 2 mois et demi se sont écoulés sans qu'il y ait eu de discussion sur un contrat depuis. De manière hilarante, l'agent qui l'avait trouvé était trop occupé à parcourir l'Europe avec le gagnant de Britain's Got Talent pour venir négocier. Alors, finalement, Mahrez en avait assez. Comme il l'a dit, l'Écosse m'a rendu fou. Il faisait si froid, c'était de l'abus. Une fois, j'ai simulé une blessure juste pour pouvoir retourner à l'intérieur. C'était devenu si mauvais. Le gars a emprunté un vélo à son coéquipier, a rassemblé ses affaires et a pris le premier avion pour retourner en France.
De retour chez lui, malgré toutes les demandes d'aide qu'il a faites autour de lui, les mois ont passé sans qu'aucune opportunité ne se présente. Mais finalement, quelqu'un a découvert que Compère, un petit club français qui venait de le faire monter en 4e division, organisait des essais. Alors, ils ont dit à Marès qu'il devrait y aller. Le seul problème, c'est que c'était à 6 heures de train et que le billet coûtait 160 €. Marès savait que sa famille ne pouvait pas vraiment se le permettre. Mais il a quand même demandé à sa mère et lui a dit « Ne t'inquiète pas, je te rembourserai. Cette fois, je vais y arriver. » Il y avait plus de 20 candidats là-bas, principalement des joueurs libres venant d'autres clubs de la 4e division française. Et au final, Marès était le seul nom que leur entraîneur avait noté. Comme il le disait, je ne comprenais pas comment il avait pu échapper à tous les grands clubs qui fouillaient en chaque quartier de Paris. La seule chose qu'il devait en faire, c'était de convaincre le président du club, mais il a dit non. Il ne comprenait pas comment un gars avec moins de talent que certains collégiens pouvait valoir un salaire de 750 € par mois. Le jour où ils ont dit à Marès, il a littéralement pleuré devant eux. Ils se sont sentis si mal qu'ils ont appelé sa mère. Et c'est à ce moment-là qu'elle a dit « S'il te plaît, fais tout ce que tu peux pour lui. » Alors, l'entraîneur est retourné dans la salle de réunion et leur a dit « Si ce gamin ne devient pas le prochain Zidane, ce sera de votre faute. » Une semaine plus tard, Marès emménageait déjà dans la ville. Dormant sur le canapé d'un appartement, il a fini par partager avec personne d'autre que Mathias Pogba, le frère de Paul, qui venait de signer pour ce même club. Et selon lui, notre alimentation était tout simplement mauvaise. Nous ne mangions que des plats à emporter, comme certains étudiants. Je lui disais sans cesse qu'il devait prendre du poids, mais il n'a pas pris 1 kilo pendant tout le temps où nous avons vécu ensemble. Quoi qu'il en soit, comme un autre coéquipier l'expliquerait, quand il est arrivé, nous pouvions tous le voir. Il ne savait rien. Sur le plan tactique, ses jambes étaient suffisamment maigres pour se briser comme des bâtonnets de pain, mais avec le ballon, c'était comme Ben Arfa. C'était tellement amusant de le voir dribbler avec sa petite crête. On l'a surnommé le poulet. En fait, il a fait tellement de vagues que même si cette équipe allait finir par être reléguée 1 an plus tard, des recruteurs de Ligue 1 venaient le voir. Mais finalement, sur les conseils du frère de Pogba, Marès a fini par signer avec Le Havre en 2e division. Son nouveau club n'était peut-être pas le plus glamour de l'extérieur, mais tout le monde en France savait qu'ils étaient responsables de la formation de talents comme la Sainte Adiara, Steve Mandanda, Benjamin Mendy, Dimitri Payet et bien sûr, Paul Pogba. Il est donc arrivé, prêt à descendre dans leur équipe B. Mais après 13 buts lors de sa première année, quand ils lui ont enfin donné sa chance, ils l'ont fait entrer, seulement pour le remplacer 40 minutes plus tard, réalisant qu'il se faisait complètement balader par les autres joueurs. Dans ses propres mots, mes sentiments étaient tellement blessés ce jour-là, il m'a fallu 6 mois pour m'en remettre. Et en effet, après une demi-saison en disant aux autres joueurs que vous verrez où je serai dans 2 ans, en le faisant si souvent, ils ont dû l'emmener sur le côté et lui dire de se taire. Il est revenu sur le terrain et il a maintenu cette place lors de leurs 6 derniers matchs de la saison. C'est précisément à ce moment-là que Steve Walsh l'a aperçu. 1 an plus tard, cependant, il était encore loin d'être un joueur vedette, peinant toujours à accumuler des buts et des passes décisives, et il se plaignait toujours que, dans une 2e division française, il joue toujours pour le match nul sans but. Une fois que Walsh est revenu pour voir si ses yeux l'avaient trompé ou non, il n'avait aucun doute. Il s'est approché de Mahrez et lui a dit que Leicester était prêt à le signer. Cependant, cette fois-ci, ce serait Mahrez qui ralentirait le transfert. Il n'avait jamais entendu parler de ce club, en fait. Pour le reste de l'année, il a débattu avec ses amis et sa famille sur ce qu'il devait faire. Et ils lui ont tous dit que l'Angleterre n'était pas pour lui. Trop physique, trop fort, tu ferais mieux d'aller en Espagne. Mais finalement, quelqu'un lui a dit « À Le Havre, rien ne changera. Tu ne peux jamais savoir ce qui va se passer en Angleterre. » Alors, il a appelé Walsh, lui disant qu'il voulait partir. Et grâce à un transfert de seulement 450 000, a peine fait la une des journaux, après seulement une demi-saison à Leicester, il a non seulement choqué ses entraîneurs, qui ont constaté qu'il n'avait eu aucune période de transition, mais Leicester avait été promu en Premier League pour la première fois en 10 ans. Soudain, Mahrez était convoqué par l'Algérie pour jouer à la Coupe du Monde, même s'il n'avait jamais fait d'apparition pour eux. Et comme je l'ai dit, il a fait face à beaucoup de critiques de la part des natifs qui n'avaient même pas idée de qui il était. Mahrez jouait maintenant le plus grand tournoi sur Terre, sur le point de faire ses débuts dans la ligue la plus regardée du monde. C'est alors qu'il a été convoqué pour la Coupe d'Afrique des Nations, où son coéquipier Mandy Lassen lui a dit « Tu es foutu, je sais ce que c'est de lutter contre la relégation. Vous n'avez gagné que 3 matchs cette saison et il vous reste 9 à jouer. Tu crois vraiment que tu peux en gagner 6 ou 7 comme ça? » Eh bien, Mahrez l'a vraiment fait. J'imagine que Nigel Pearson pouvait le voir parce qu'il croyait. Ils avaient juste besoin d'un petit coup de pouce pour tout renverser, car la plupart de leurs défaites avaient été très serrées. Il a donc mis en place son équipe en 3-4-1-2, plaçant Mahrez juste derrière les 2 attaquants, et il a pratiquement ressuscité une équipe qui semblait être morte depuis longtemps, remportant 7 des 9 derniers matchs, les menant à une incroyable 14e place, 6 points au-dessus de la zone de relégation. Une fois que Mahrez a
à entamer sa 3e saison, le consensus général était que si Leicester n'avait pas été battu l'année précédente, il ne le serait sûrement pas. Tout le monde pouvait voir ce que disaient les maisons de Paris, avec une cote de 5000 contre 1 pour gagner le championnat. Et c'était avant que le fils de l'entraîneur Nigel Pearson ne rejoigne l'équipe lors de leur voyage de pré-saison en Thaïlande à l'invitation des propriétaires de Leicester pour se retrouver au cœur d'une grande controverse, non seulement en enregistrant une sextape avec 2 autres jeunes joueurs et quelques femmes locales, mais en étant entendu tout au long de celle-ci, faisant des commentaires racistes, ce qui a finalement coûté à son père son poste et a conduit à la signature de Claudio Ranieri. Il faut comprendre que Ranieri, aussi célèbre soit-il, n'avait jamais remporté de titre de champion au cours de ses 28 ans de carrière. Il sortait tout juste d'une période honteuse à la tête de l'équipe nationale grecque. Aux yeux de tout le monde, toute équipe sous son commandement était vouée à l'échec. Cependant, encore une fois, Mahrez le voyait différemment. Dès le moment où les deux se sont rencontrés, Ranieri lui a dit « Je veux que tu prennes le ballon et que tu diriges cette équipe, que tu marques, que tu aides les autres à marquer, que tu prennes les pénaltys. » Il voulait qu'il soit au centre de tout. Et selon Mahrez, c'était ça. Ça m'a donné des ailes. À partir de ce moment-là, je suis passé à la vitesse supérieure. S'ils avaient recommencé leur saison en fixant 40 points comme objectif, juste assez pour éviter la relégation. Alors, Mahrez a ouvert la saison avec une performance parfaite, notée 10 sur 10, en marquant 2 fois contre Sunderland. Il a aussi marqué contre West Ham, forcé Tottenham à un nul, 2 passes pour battre Aston Villa, puis un but et une passe pour un nul à Stoke. Et un peu plus d'un mois, après le début de l'année, Leicester avait déjà 12 points, plus qu'il n'en avait à mi-parcours. De la saison précédente à seulement 3 points du sommet du classement, et même à ce moment-là, Ranieri, souvent critiqué pour trop réfléchir, a eu l'idée folle de mettre Mahrez sur le banc pour 3 des 4 prochains matchs, puis il est revenu et a transformé tout ce qu'il touchait en or. Il a eu une passe décisive et pour battre Palace, égalisé contre Hull, 2 passes pour battre West Brom, un triplé contre Swansea mettant Leicester en tête et a marqué et assisté pour battre Chelsea 2-1 et un doublé contre Everton. Il était indiscutablement l'ailier le plus efficace de la planète. Il avait pris une équipe qui se classait 8e de leur ligue en termes de possession et les avait propulsés directement au sommet. Soudain, sa valeur sur le marché avait explosé, passant de 4 à 30 millions de livres. Il y avait des rumeurs concernant PSG et Manchester United qui venaient pour lui. Les journaux écrivèrent des articles entiers sur la façon dont la forme de Leicester s'effondrerait sûrement si Mahrez venait à partir, à tel point que Ranieri a été contraint de faire savoir à tout le monde qu'il était inestimable, même en Algérie, où 1 an auparavant, il protestait contre lui. Non, il avait des fans qui plaisantaient en disant qu'Halilhodžić devrait avoir une statue pour l'avoir approché avant que la France ne puisse jamais le faire. Même pas parce qu'il avait réalisé 11 contributions de but lors de ses 7 derniers matchs avec l'équipe nationale. Non, Leicester avait 3 fois plus de followers sur Facebook en Algérie qu'au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ils étaient le club de football le plus regardé, plus grand que tout autre club local. Ces maillots étaient en rupture de stock partout, même si les 60 € nécessaires pour en acheter un était presque la moitié de leur salaire minimum. La Mahrez Mania battait son plein et autant Bragnetti insistait sur le fait que leur objectif restait ces mêmes 40 points. Il n'était déjà qu'à 8 points de ce but, bien qu'un mois plus calme pour Mahrez les ait vus tomber à la 2e place. Il a ensuite obtenu 2 passes décisives contre Stoke et Liverpool, se préparant pour le match contre City où il a encore décroché un autre titre d'homme du match, performance, en faisant une passe décisive pour le premier but, puis en marquant l'un des buts de la saison pour ramener Leicester au sommet. Après cela, Ranieri a lentement commencé à accepter qu'ils pouvaient peut-être viser plus haut. D'abord, ils se sont battus pour sécuriser une place en Europa League, puis une place en Ligue des Champions. Et quand ils ont obtenu cela avec 5 matchs restants, cela leur a simplement dit « C'est un rêve, allez-y ». Et 3 semaines plus tard, Tottenham est tombé face à Chelsea et l'impossible a été réalisé. Leicester était champion d'Angleterre, avec les cotes les plus longues de tout événement réussi dans l'histoire des paris sportifs, et autant les fans semblaient complètement amoureux de Jamie Vardy. Les analystes savaient que le véritable héros était Riyad Mahrez. Donc, avec 38 contributions de buts pour son club et son pays, marquant toutes les 88 minutes, il est devenu le premier Africain à être nommé joueur de l'année par la PFA et malgré tout l'intérêt, et comme beaucoup de ses coéquipiers, il a choisi de rester à Leicester et de viser la Ligue des Champions. L'année suivante, même avec des performances décevantes en championnat, avec Ranieri qui a été licencié seulement quelques mois après avoir remporté le titre, ils ont réussi à terminer en tête de leur groupe, ne manquant qu'un but pour atteindre les demi-finales, laissant tout le monde se demander ce qui se serait passé si Kant était resté une année de plus. Mais
quoi qu'il en soit, maintenant que c'était fait, et avec Mahrez nommé joueur africain de l'année et se classant 7e au classement du Ballon d'Or, il a annoncé qu'il serait enfin prêt à quitter le club, mais même si, le jour de la clôture des transferts, la fédération algérienne permettait à Mahrez de retourner en Angleterre pour signer un contrat avec un club mystérieux, tout est tombé à l'eau et Mahrez a été contraint de rester au club une saison de plus, en enchaînant 19 contributions de but en 22 titularisations, alors que sa valeur marchande atteignait 50 millions de livres. Leicester rejetait chacune des approches de Manchester City pendant le marché d'hiver, alors qu'ils insistaient pour ne le laisser partir que pour 80 millions de livres. Presque en détruisant leur relation avec le club, les joueurs, le drame des transferts a escaladé mois après mois, jusqu'à ce qu'ils acceptent une offre de 60 millions de livres qui a finalement permis à Mahrez de partir, bien qu'à certains moments. On avait presque l'impression que c'était le mauvais choix. Dès le moment où Mahrez est arrivé à City, il a veillé à dire à tout le monde que son objectif principal était de gagner la Ligue des Champions. Cependant, Pep Guardiola avait d'autres plans. Dès le début, il était logique qu'il soit sur le banc. Après tout, c'est Manchester City. Il n'était pas la seule star, mais en décembre, il enchaînait 13 contributions de but en 15 matchs, malgré le fait qu'il n'était titulaire que dans 8 d'entre eux, et pourtant, puis Guardiola l'a mis sur le banc. À partir de janvier, Mahrez n'est sorti du banc que 12 fois sur les 24 matchs auxquels il a été convoqué, étant à peine utilisé en Premier League. Et même s'il a été celui qui s'est présenté lors de la dernière journée de championnat, marquant et réalisant une passe décisive pour décrocher le titre, alors que Manchester City était sur le point de perdre contre Brighton et de céder le titre à Liverpool. Rien n'a changé. Malgré une moyenne d'environ une contribution de but par match, malgré son départ avec l'Algérie, qui avait connu 7 entraîneurs en 3 ans et dominé la Coupe d'Afrique des Nations, envoyant les commentateurs dans un état de choc lorsqu'il a marqué un coup franc de dernière minute pour les mener en finale, où il a battu le Sénégal pour offrir à son pays son premier titre en 29 ans, eh bien, Guardiola ne semblait pas vraiment s'en soucier. Lors de sa deuxième saison, cependant, les choses se sont améliorées. Guardiola ne lui a permis de jouer plus de 70 minutes que dans 26 des 58 matchs auxquels il a été convoqué, mais d'une manière ou d'une autre, même avec Zidane voulant amener son compatriote franco-algérien à Real Madrid en remplacement de Gareth Bale, Mahrez, qui approchait déjà de son 30e anniversaire, a décidé de rester au club et de tirer le meilleur parti de toutes les chances qu'il pouvait avoir. Toujours déterminé à les mener au titre de la Ligue des Champions, Mahrez a continué à marquer et à réaliser des passes décisives dans chaque match, depuis les 8e de finale jusqu'à la toute première finale du club, en s'accrochant à la fois lors des 2 matchs de quart de finale contre Dortmund, puis en marquant 3 des 4 buts en demi-finale pour faire tomber le PSG, mais même si ses coéquipiers étaient presque à genoux pour le louer devant tous les médias, il allait ensuite choquer le monde en s'effondrant la finale contre Chelsea et Guardiola allait lui donner encore moins de temps de jeu l'année suivante, lui accordant en moyenne seulement 55 minutes par match, tout en le voyant réaliser 33 contributions de but malgré tout, surpassant largement chacun de ses coéquipiers, alors qu'il dominait à nouveau la Ligue des Champions avec 8 contributions de but en 10 matchs, jusqu'aux demi-finales où il réaliserait une passe décisive à domicile contre le Real et marquerait ensuite leur seul but à l'extérieur au Bernabéu, seulement pour que Guardiola le remplace et le force à regarder depuis le banc, alors que ses coéquipiers concédaient 3 buts en l'espace de 10 minutes, menant des milliers de fans à le critiquer pour son choix, ce qui, je ne peux que supposer, a dû blesser son ego, car l'année suivante, il ne donnerait à Mahrez que 11 minutes sur le terrain à partir des 8e de finale. Peu importe s'il avait une moyenne d'une contribution de but toutes les 88 minutes. D'octobre jusqu'au jour où ils se sont enfin qualifiés pour la finale de la Ligue des Champions, encore une fois, un match où il n'aurait même pas l'occasion de fouler le terrain, mais il finit par tenir le trophée de la Ligue des Champions, mais seulement en sachant qu'il n'avait aucune réelle implication dans sa conquête. Finalement, il a juste accepté qu'il avait eu une bonne carrière, meilleure qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer, et il est parti pour la Ligue saoudienne pour cumuler 50 millions de livres par an maintenant qu'il avait déjà 32 ans.